Salut les Noé Feeders. Et comment ça va? Aujourd'hui, on va comparer Laravel Pipeline et Darkwood Flow. L'objectif ici, ce n'est pas de faire un duel entre Laravel et Symfony, ni de déterminer quelle bibliothèque sera la meilleure. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est une distinction plus fondamentale, la différence entre la manière dont un pipeline est composé et la manière dont il est exécuté. Dans les deux cas, on va retrouver une succession d'étapes. Une donnée dans le pipeline, elle traverse plusieurs traitements, puis un résultat et en ressort. Mais derrière cette apparence de similarité, Laravel Pipeline et Darkwood Flow reposent sur deux modèles d'exécution très différents. Laravel Pipeline utilise un modèle de middleware synchrone construit autour des closures imbriquées. Darkwood Flow utilise un modèle de data flow dans lequel plusieurs paquets de données peuvent circuler à travers des nœuds pilotés par un runtime. Pour rendre cette comparaison concrète, j'ai également construit une démonstration Symfony exécutable dans les mêmes étapes et dans les deux systèmes. L'idée centrale de cette présentation est donc la suivante. Un pipeline décrit la composition de travail, mais c'est le runtime qui détermine la manière dont ce travail est exécuté. Donc, le mot pipeline est énormément utilisé aujourd'hui en informatique. Il ne désigne pas toujours la même chose. Dans une application web, on peut parler d'un pipeline de type middleware HTTP. Sous Unix, on parle d'un pipeline lorsqu'on relie la sortie d'un programme à l'entrée du suivant. Dans une plateforme de déploiement, le pipeline correspond à une succession d'étapes, de build, de test, de mise en production. Et dans un système de traitement de données, on peut parler de pipeline ETL ou de data flow. Pour tous ces exemples, ils partagent la même idée générale, une succession d'étapes organisées dans un certain ordre. Mais ils n'utilisent pas forcément le même modèle d'exécution. Certains pipelines s'exécutent en une seule valeur, étape par étape. D'autres traitent plusieurs éléments dans le même temps. Certains permettent de stopper immédiatement la chaîne, d'autres peuvent mettre plusieurs tâches en attente et reprendre leur exécution plus tard. Le mot pipeline nous renseigne donc sur la composition et il ne nous dit pas automatiquement comment le travail s'exécute. Donc, l'idée principale, c'est le point central de toute cette présentation. Un pipeline définit comment le travail est composé. Par exemple, récupérer une donnée, transformer la donnée, la valider, puis l'enregistrer, et le pipeline définit comment ce travail s'exécute réellement. Est-ce qu'on produit une seule donnée à la fois? Est-ce que plusieurs tâches peuvent se retrouver en vol simultanément? Est-ce que sur chaque étape, on appelle explicitement la suivante? Est-ce qu'un orchestrateur reprend automatiquement les tâches lorsqu'elles sont prêtes? Quand on analyse un pipeline, il ne suffit donc pas de demander quelles sont les étapes, il faut aussi se demander quel est son modèle d'exécution. C'est dans cette question qu'on va permettre de résoudre de comprendre la différence entre Laravel Pipeline et Darkwood Flow. Donc, commençons par Laravel Pipeline. Son fonctionnement en interne est remarquablement compact. Le cœur du système repose essentiellement sur deux fonctions PHP. On a array reverse et array reduce. Laravel prend la liste des pipes en sens inverse de l'ordre, puis utilise array reduce pour les imbriquer les uns dans les autres. Donc, le résultat est une grande closure représentant l'intégralité du pipeline. Si on possède trois pipes A, B, C, avec une destination finale, Laravel construit conceptuellement quelque chose comme A autour de B, B autour de C. Voilà, donc on a A autour de B, B autour de C, C autour de la destination. C'est ce qu'on appelle le plus souvent le modèle de l'oignon. Chaque couche enveloppe
la suivante. Le pipeline ne maintient pas un curseur représentant l'étape courante. Il ne procède pas non plus de boucle centrale qui parcourt explicitement avec les middleware. Il fabrique une seule fonction composée, puis l'appelle dans sa valeur initiale appelée passable. Cette mécanique tient dans très peu de lignes, ce qui constitue l'une des grandes forces. Le modèle est donc simple, direct et adapté au middleware. Donc, l'ordre d'exécution de Laravel. Si on déclare un pipeline contenant A, B et C, le calable représentera finalement quelque chose A. A contient B, B contient C, qui contient la destination. A est le middleware le plus externe et s'exécute en premier. Mais le point plus important ici, c'est la signification du paramètre next. En effet, next, ce n'est pas simplement une fonction arbitraire, c'est l'intégralité du reste du pipeline, déjà construite sous la forme d'une closure. Quand A appelle next, il transmet l'exécution à B. B ensuite appelle son propre next, il la transmet à l'exécution à C. Lorsque C appelle next, on atteint finalement la destination. Cette structure explicite également pourquoi les middleware peuvent intervenir après la destination. Lorsqu'une couche interne retrouve une valeur, le résultat remonte progressivement vers la couche externe. On retrouve donc une descente dans l'oignon, puis une remontée. Donc, pourquoi next est essentiel? Le paramètre next définit réellement le contrat du middleware. Un middleware peut exécuter du code avant d'appeler la suite, par exemple vérifier une authentification, écrire un log ou modifier une requête. Il peut ensuite appeler next pour transmettre la valeur au middleware suivant. Mais il peut également récupérer le résultat retourné par la suite du pipeline, puis le modifier avant de le retourner. C'est ce qui permet à un middleware HTTP d'ajouter un header à la réponse après le passage du contrôleur. Enfin, un middleware peut choisir de ne jamais appeler next. Dans ce cas, la chaîne s'arrête immédiatement. C'est ce qu'on appelle le court-circuit. Un middleware d'authentification peut par exemple retourner directement une réponse 4 sur 1. La requête n'atteindra ni les middleware suivants ni le contrôleur. Ce modèle convient donc parfaitement à une requête HTTP. Une requête, donc c'est soit une requête, un pipeline, une pile d'appel synchrone ou une réponse finale. Donc c'est ce qu'on a effectivement donc avant et après avec le short-circuit de Next. Donc voici la démonstration. Donc pour comparer les deux modèles, j'ai créé une petite application avec Symfony Console. Donc dans un cas, on aura du Laravel et dans l'autre cas, on aura du Flow. Ces deux implémentations s'exécutent exactement avec le même pipeline logique, c'est-à-dire récupérer le contenu, calculer le hash, puis enregistrer le résultat. La première étape simule un temps d'attente. Les 5 étapes possèdent des délais fixes. On aura donc du 8 millisecondes, 800 millisecondes, du 300 millisecondes, du 600 millisecondes, du 200 et du 500 millisecondes. En fait, la somme de ces délais représente environ 2,4 secondes. Et si les tâches sont exécutées les unes après les autres, le temps total devrait donc se rapprocher de 2,4 secondes. Si les périodes d'attente peuvent se chevaucher, le temps total devrait plutôt se rapprocher d'un délai plus long, environ 800 millisecondes. Donc j'ai volontairement utilisé des délais contrôlés en mémoire. Je n'ai pas utilisé les vraies requêtes HTTP en externe, car les problèmes de réseau, de DNS ou de serveur auraient introduit du bruit dans l'expérience. L'objectif, ce n'était pas de produire un benchmark. Ici, l'objectif est simplement de rendre visible le comportement de l'ordonnanceur. Donc, voici maintenant les conceptions Miss Concept.
Donc avant de parler de flow, il faut aussi corriger une idée fréquente. Donc les fibers PHP ne rendent pas automatiquement du code bloquant asynchrone. Une fiber, elle permet de suspendre et de reprendre une exécution, mais si le code s'appelle sleep ou sleep et qu'on a un client HTTP bloquant ou un field get content sur une ressource latente, le thread PHP reste bloqué. Donc, le fait que le code soit lancé dans une fiber ne change pas la nature de l'appel. Pour obtenir un changement utile, il faut que l'opération d'attente soit intégrée à un orchestrateur non bloquant. Donc par exemple, on peut avoir un timer d'event loop, un client HTTP asynchrone, une opération d'entrée et sortie capable de rendre la main au runtime. C'est pour cela qu'au niveau de la démonstration, on n'utilise pas uniquement le Fiber Driver. Ici, on va choisir d'utiliser AMP Driver avec la fonction AMP Delay. En effet, AMP Delay permet de suspendre une tâche courante, elle leur permet d'enregistrer un event loop, et pendant que cette tâche attend, l'event loop peut s'exécuter dans d'autres tâches. C'est le mécanisme qui permet le chevauchement observé dans la démonstration. Donc, maintenant, on va parler de Darkwood En fait, Darkwood utilise un vocabulaire différent. Un flow représente une chaîne de nœuds de transformation. On aura un job qui représente une opération, par exemple transformer un fetch request en fetch content, et aussi on aura une IP, donc c'est une information packet, qui enveloppe la donnée qui circule dans le pipeline. Et enfin, on aura le driver qui fournit le runtime d'exécution. Il peut s'agir d'un driver qui soit basé sur les fibers, AMP, React PHP, ou un autre système tel que j'ai déjà exposé. Donc le dernier que j'ai implémenté, c'est Async Driver. Enfin, donc, on a aussi la méthode await. Et elle, en fait, elle agit comme une barrière de synchronisation. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attend que les paquets soumis aient terminé leur traitement, et contrairement au zen de Laravel Pipe, await ne retourne aucun résultat. Elle retourne void. Et cela implique que les résultats doivent être récupérés explicitement. Par exemple, avec un job terminal qui les ajoute dans un collecteur, on voit déjà que Flow possède un avantage de concept que Laravel Pipeline. Et cette complexité supplémentaire ne vient pas seulement de la composition, elle vient surtout du runtime. En effet, sur plusieurs paquets et dans un même graft, on va voir dans la démonstration les 5 tâches qui sont transformées en 5 objets IP. Ensuite, elles sont toutes envoyées dans le même flow. On a chaque graphe qui contient 4 étapes. On a le job de récupération, le job de hash, le job de sauvegarde, le job de collecteur final. Et la composition ressemble donc à un pipeline linéaire. Contrairement au modèle Laravel, il n'existe pas une unique pile d'appels représentant le pipeline. Chaque nœud possède son mécanisme de gestion des paquets. Les paquets peuvent attendre dans une file, être exécutés par le driver, puis être transmis au nœud lorsqu'ils sont terminés. Une fois les 5 paquets soumis, on appelle await. Et le driver commence alors à vérifier les files d'attente et exécuter les jobs. Les tâches les plus rapides peuvent progresser dans les étapes de hash et de sauvegarde, pendant que les tâches les plus lentes sont encore dans une attente sur la première étape. Et c'est là que ce qui transforme une chaîne de fonctions véritable de fonctions se transforme alors en un modèle de data flow. Donc, maintenant, on peut aussi parler de AMP Driver ainsi que l'Event Loop. Dans cette démonstration, le driver est utilisé par AMP. Lorsqu'une tâche appelle AMP Delay, avec un délai par exemple de 800 millisecondes, AMP n'appelle pas uSleep. Il suspend la coroutine courante
et inscrit un timer dans l'event loop de Revolt. Une autre tâche peut alors enregistrer son propre timer dans les 300 millisecondes. L'event loop attend le prochain événement prêt et au bout de 300 millisecondes, elle reprend la deuxième tâche. Puis au bout de 800 millisecondes, elle reprend la première. Tout cela s'exécute autour d'un seul thread du système d'exploitation. Il n'y a pas plusieurs cœurs CPU qui exécutent du PHP simultanément. Il y a une concurrence, pas de parallélisme. Plusieurs tâches sont en vol, les périodes d'attente se chevauchent, mais lorsque le morceau de code PHP s'exécute, il utilise toujours le même thread. Le modèle est particulièrement utile lorsque la majorité du temps est passé à attendre une autre sortie, un timer ou une réponse réseau non bloquante. Donc, maintenant, on va s'attaquer au temps mesuré. Voici donc les benchmarks de la démonstration. La version synchrone se termine environ à 2,42 secondes. Et ce résultat, il correspond presque exactement à la somme des 5 délais. Donc c'est-à-dire soit 2,4 secondes qu'on a vu tout à l'heure. Chaque tâche attend son délai et chaque pipeline attend seulement la tâche suivante qui commence. Avec la version Flow et la version MP, on termine la même chose en 81 millisecondes. Voilà, 0,81 secondes. Et ce résultat correspond à un délai plus long, soit donc 800 millisecondes. Et en fait, eh bien, ce sont 5 périodes d'attente qui ont été démarrées presque simultanément. Elles ne s'additionnent plus, elles se chevauchent, et il est essentiel en fait de rester précis. En fait, ce résultat, ce n'est pas un benchmark entre Laravel et Flow. Ici, ce qu'on mesure, ce n'est pas la vitesse générale des deux bibliothèques. On illustre simplement en fait la politique d'exécution avec d'un côté une boucle synchrone dans laquelle il y a des attentes qui s'accumulent et de l'autre un runtime asynchrone dans lequel les attentes indépendantes peuvent se chevaucher. Donc c'est exactement ce qu'on observe dans ce schéma. Ce que la démonstration prouve. En fait, cette démonstration permet d'affirmer plusieurs choses de manière raisonnable. Donc premièrement, on a plusieurs attentes indépendantes qui sont générées par l'event loop qui peuvent se chevaucher sur un seul thread. Deuxièmement, Flow permet de soumettre une instruction packet dans le même pipeline de transformation. Et troisièmement, on a l'ordre des logs qui rend ce chevauchement visible. Ce qu'on observe lors des tâches 1, 2, 3 jusqu'à 5, eh bien, toutes les étapes de récupération avant que la première étape de tâche se termine. Puis la quatrième étape, elle, va procéder au traitement le plus court qui va se terminer en premier. Et ensuite, on continue vers le hash de sauvegarde pendant que les autres sont encore en attente. Enfin, avec, donc, dans le projet que vous pouvez retrouver en description, les tests PHP Unit, vous pouvez vérifier, et ils vérifient exactement, que les deux implémentations produisent exactement les mêmes hashes et les mêmes fichiers. C'est juste que le modèle d'exécution change. Par contre, le résultat fonctionnel reste identique. Donc, ce que la démonstration ne prouve pas. Ce qui est important, c'est de dire que toute cette démonstration ne permet pas de conclure. Elle ne conclut pas que Flow est toujours plus rapide. Pour qu'une seule valeur des 3 transformations immédiates, Flow ajouterait le même avantage d'override que Laravel Pipeline. Elle ne prouve pas non plus que Laravel Pipeline est plus lent ou mal conçu. Laravel Pipeline n'a simplement pas été conçu pour orchestrer plusieurs tâches indépendantes sur une event loop. Il a été conçu pour intercepter une valeur unique avec des middleware synchrones. La démonstration ne prouve aucun parallélisme CPU. Il y a toujours qu'un seul thread PHP. Enfin, elle ne démontre pas directement que l'asynchrone HTTP. Ici, on a un fetch-job qui utilise un timer contrôlé. Si on est dans un cadre de HTTP client réel, il devrait s'intégrer directement
à l'event loop. Et donc, on remplacerait AMP delay par effectivement un HTTP bloquant. Donc, maintenant, pour comparer ces deux modèles, on peut maintenant comparer les deux approches entre Laravel Pipeline qui est extrêmement simple. Donc, son cœur tient en quelques dizaines de lignes. Il manipule une seule valeur par invocation. Chaque middleware contrôle explicitement la suite grâce à Next. La destination retourne directement avec Zen. Le modèle est idéal pour des requêtes HTTP, les commandes, les jobs interceptés par une chaîne synchrone. Flow, par contre, a un avantage idéal pour les requêtes HTTP, les commandes interceptées par une chaîne synchrone. Flow possède davantage de composants. On a des nœuds, des paquets, des dispatchers, des stratégies et des drivers. Il accepte plusieurs entrées dans le même graphe. On peut chevaucher certaines périodes en attente, qui soient non bloquants ou bloquants. En contrepartie de son usage plus complexe, on peut créer donc des objets de type information paquet. Et effectivement, il faut appeler le await, donc la méthode await, qui permet d'attendre le résultat de toutes les instructions. Et pour cela, on peut ajouter un collecteur dans le terminal qui permet de récupérer tous les attributs. Aucun des deux modèles gagne plus que l'autre de manière absolue. Ils ne doivent pas exactement résoudre le même problème. Donc, ce que Flow apprend de Laravel. Cette comparaison permet aussi d'identifier plusieurs améliorations possibles pour Flow. Donc, le premier problème concerne await. Donc, await qui retourne la méthode void, elle est facile à oublier. On a aussi une méthode plus ergonomique comme runAll. Donc, on a aussi une méthode runAll qui pourrait accepter plusieurs entrées, attendre leur traitement et retourner plusieurs résultats. Il ne faut pas toutefois éviter un simple run qui laisserait penser qu'un flow nécessiterait uniquement une seule sortie. Le deuxième point concerne la collecte des résultats. Dans la démonstration, j'ai dû ajouter un job terminal qui remplit un result collector. Une API de type link permettrait de rendre ce besoin plus explicite. Le troisième sujet concerne l'intégration Symfony. Le bundle existe sous sa configuration de service qui est vide. Le driver avec son alias devient donc câblé, qui peuvent être câblés manuellement. Et enfin, sur l'architecture événementielle de Flow, elle pourrait être utilisée pour fournir un objet de type trace subscriber. Donc, et cela pourrait afficher des entrées et des sorties de chaque nœud en identifiant les paquets, les durées et le nombre de tâches en vol. Laravel Pipeline gagne en ergonomie grâce à sa simplicité et Flow en fait pourrait conserver son runtime tout en réduisant la friction de son API. Donc, maintenant, comment bien choisir? Si en pratique, le choix dépend du workload. Laravel Pipe est adapté lorsqu'on traite une seule valeur par appel. Donc, par exemple, lorsqu'on a une requête HTTP, une commande ou un job unique, il est particulièrement utile d'avoir une seule étape qu'on doit pouvoir interrompre toute la chaîne. L'authentification HTTP est aussi le meilleur exemple. Avec le modèle Next, il est simple, explicite et adapté. Par contre, avec Flow, cela devient pertinent lorsqu'on possède plusieurs éléments indépendants à traiter à travers les mêmes étapes. Par exemple, on peut récupérer plusieurs URL, on peut normaliser leur contenu, on peut calculer leur hash, puis enregistrer des résultats. Si la majorité du temps est consacrée à des attentes non bloquantes, le driver peut les chevaucher. Flow devient également intéressant lorsqu'on souhaite contrôler le nombre de paquets simultanés, modifier les stratégies par nœud ou connecter le pipeline à un système de transport. Ces modèles peuvent parfaitement coexister dans la même application. Un pipeline HTTP synchrone peut utiliser le même modèle Laravel, tandis qu'un import en arrière-plan utilise un flow avec AMP. Un bon choix ne dépend pas du framework préféré, il dépend du modèle d'exécution nécessaire.
Donc, la conclusion dans cette présentation, c'est de dire que Laravel Pipeline et Darkwood sont tous deux des pipelines, mais ils ne sont pas les mêmes machines. Laravel, les mêmes systèmes. Laravel construit un oignon de closure autour d'une valeur unique et Flow construit un graphe de nœuds dans lequel plusieurs paquets peuvent progresser sous le contrôle d'un driver. On a le premier qui met l'accent sur l'interception et les contrôles explicites de la suite, et le second met l'accent sur la circulation de plusieurs données et sur la flexibilité du runtime. La question importante, ce n'est donc plus simplement quelles sont les étapes de ce pipeline. La vraie question, c'est de se poser comment ce pipeline s'exécute-t-il. Est-ce qu'on a besoin d'un oignon synchrone? Est-ce qu'on a besoin d'un data flow qui est piloté par un événement loop? Est-ce qu'on a besoin d'une file de job? Est-ce que le graphe est-il distribué? Et en fait, le mot pipeline ici ne suffit plus à répondre. Il faut toujours regarder quel est le runtime. Donc, pour aller plus loin et pour les ressources du projet, eh bien, donc, dans le projet de cette démonstration, je vous ai mis donc à disposition sur GitHub donc le projet qui s'appelle Laravel Pipeline et dedans vous trouverez deux exécutions. Donc on a une première exécution qui exécute le pipeline de type synchrone et ensuite la deuxième exécution qui exécute de la manière asynchrone. Et ensuite la troisième lance les deux versions et on affiche une version de comparaison. Le projet contient également les tests qui vérifient que les résultats qui sont produits sont identiques. Le composant Darkwood est disponible séparément pour explorer les drivers et les stratégies qui sont des différents mécanismes d'exécution. Ensuite, l'article revient plus en détail. Donc, c'est l'article qui est partagé donc, dans le blog de Darkwood. Vous pourrez donc avoir le code source de la Laravel Pipeline. Vous aurez tout ce qui a été dit ici donc à l'oral et aussi donc des détails sur le array reduce et de next explicitement et qui explicite les limites de la démonstration. Les temps affichés de cette présentation ont été obtenus sur la machine avec des tailles artificielles et contrôlées, mais si vous souhaitez réexécuter donc, et vérifier tout ça, vous pouvez relancer les commandes sur vos propres environnements. Et donc, vous verrez qu'effectivement, il y a des différences. La composition donc est similaire, mais ici, le modèle d'exécution ne l'est pas. C'est tout pour moi. Et moi, ce que je vous dis, je vous souhaite une très bonne semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Darkwood. Salut No Life.